Chaque année, plus de 30 000 personnes sont secourues par les sauveteurs en mer de la SNSM. L'association compte aujourd'hui 9 000 bénévoles qui font preuve d'un dévouement indéfectible. Ils assurent la sécurité en mer comme sur les côtes, en métropole et outre-mer, parfois au péril de leur vie. Bienvenue dans la saison 3 de Canal 16, une série de podcasts inédits de la SNSM dans laquelle sauveteurs et rescapés nous racontent certains des sauvetages les plus emblématiques effectués le long des côtes françaises. Dans cet épisode historique, revivez la tragique dérive par un froid glacial d'un équipage de sauveteurs venu à la rescousse d'un cargo norvégien torpillé durant la Première Guerre mondiale. On ne le voit dans la nuit noire qu'une fois toutes les 5 secondes. Le temps que le faisceau du sémaphore de la pointe du but ait fait un tour complet de l'horizon. Une fois toutes les 5 secondes, un long trait de lumière jaune se ferait un chemin dans la tempête et éclaire au large un canot dans les vagues. Quand elles ne sont pas trop hautes, on discerne au bout de la lueur, à l'intérieur de l'embarcation, des silhouettes immobiles. Nous sommes la nuit du 26 au 27 janvier 1917, au nord-ouest de l'île Dieu, et une fois que le faisceau les a balayés, ces hommes en danger replongent dans l'obscurité glacée. Ils sont 19, des Français, des Norvégiens, un Suédois et un Hollandais. Les Français sont en mer depuis 12 heures, les autres depuis 3 jours. Il s'agit d'un sauvetage en mer qui est en train de mal tourner. La tête rentrée dans les épaules, les mains serrées sous les aisselles, ils ne disent rien. Ils espèrent en silence et dans le froid que le jour leur apportera un temps meilleur et qu'ils pourront rentrer. Leur assurance vie, c'est une ancre accrochée au récif juste en dessous. Le capitaine des sauveteurs s'appelle Noé Devaux et il regarde, angoissé, le filin qui se tend et qui ne doit pas lâcher. Peut-être se remémore-t-il cette nuit-là les mots du curé qui avait prononcé la bénédiction du canot. Quel sera votre sort dans l'effroyable tempête? Nul ne le sait. Vous serez sans aucun doute le jouet de la vague en furie, renversé, roulé. Vous vous relèverez sans cesse et la rame à la main, vous accomplirez des prodiges d'énergie pour atteindre vos camarades en péril de mort. C'était 4 ans plus tôt, en 1913. C'était avant la guerre. Mais nous sommes maintenant en 1917, et même sur l'île Dieu, loin dans l'océan, la guerre est dure. Elle a commencé 2 ans et demi plus tôt, et elle a vidé l'île de la quasi-totalité de ces jeunes hommes. Ils sont partis pour la Champagne, pour la Belgique, pour Verdun, et 99 sont déjà morts. Les nouvelles arrivent des semaines plus tard. Les câbles du téléphone et du télégraphe ont été arrachés. L'île Dieu est plus que jamais coupée du monde. On y est loin du front, loin de l'Allemagne. Mais les Allemands, eux, ne sont jamais loin de l'île Dieu. Parce qu'ils disposent d'une arme redoutable, des sous-marins. Tapis sous la surface, attendant leur moment, ils sillonnent les mers et attaquent dès qu'ils le peuvent. Cuirassés anglais, convois de charbon, navires de pêche, ils coulent tout pourvu que les pertes affaiblissent leurs ennemis. Dans les quelques journaux qui arrivent péniblement sur l'île, on recense tous les jours les navires coulés et les centaines de tonnes expédiées par le fond. Alors on guette la surface à la recherche de périscopes. Et en attendant que les survivants reviennent, on s'organise comme on peut. Les femmes cultivent les champs, récoltent le goémon, travaillent à l'usine. Elles mettent en conserve les sardines et les maquereaux que les vieux ont pêchés. Car ce ne sont pas que leurs femmes qui remplacent les jeunes hommes. Ce sont aussi leurs pères, leurs oncles, les anciens. Ce sont eux qui partent en mer, pour pêcher et pour sauver. Oui, l'île Dieu dispose depuis bientôt 50 ans d'une station de sauvetage. Elle est située à Port-Joinville, la plus grande ville de l'île. Avant-guerre, elle comptait 22 membres. Depuis 1914, ils ne sont plus que 4. C'est donc avec des volontaires que le pôle Toureille, c'est comme ça que s'appelle leur canot insubmersible,
part en mission. Il en a réalisé 2 jusque-là. Le premier, en octobre 1916, un navire norvégien qui avait sauté sur une mine maritime. Le second, le 24 janvier, un Argentin cette fois, échoué sur des récifs. Alors, quand on aperçoit au large, en cette fin janvier 1917, un canot en détresse, toute l'île Dieu se dit que c'est encore un coup des Allemands. Le capitaine Noé Deveau a 53 ans, il est trapu, a une grosse barbe brune, et il raconte. Ils nous furent signalés vers 11 heures par le sémaphore de la pointe du but. L'équipage du canot n'était pas complet. Pensez donc, en pleine guerre. Nous étions 3 d'une 50aine d'années et puis un gars de 30 ans, Emmanuel Turbet, ancien fusilier marin, réformé pour blessure de guerre, père de 5 enfants. Mais ça ne faisait que 4. Alors nous avons demandé des volontaires. La cloche d'alarme résonne dans Port-Joinville. C'est le signal qu'un navire est en détresse et qu'il faut le secourir. Il ne fait pas très beau ce jour-là. Il n'a pas fait meilleur les jours précédents d'ailleurs. Il fait froid et une tempête forcie. Les îlets, les gens de l'île Dieu, se pressent devant la société de sauvetage et voient arriver les volontaires. Deveau et les 3 autres permanents doivent choisir parmi ceux qui se présentent les hommes qui iront avec eux. Certains d'entre eux, à l'appel de la cloche d'alarme, se sont levés de table sans finir leur déjeuner et en enfilant à peine un manteau. Il est venu comme ça, Adolphe Isaacar, un père de 7 enfants. Il revenait de bronchite et c'était sa première sortie. Et puis mon beau-frère Edmond Pillet, qui lui aussi allait en avoir 7. Et puis son frère, Émile, qui les avait déjà. Et puis Joseph Renaud, qui était réformé pour ses pieds de travers, mais qui souquait dur. Et puis un petit jeune de la classe 18, Grouillet. Et puis Tarot, un fin matelot qui faisait relâche au pays, même qu'il a couru pour ne pas manquer le canot. Enfin, ça nous a fait 8 volontaires. Et avec les 4 inscrits au rôle d'équipage, ça nous mettait à 12. Ils ont presque tous plus de 40 ans, quand ce n'est pas plus de 50. Réunis, ils sont pères de plus de 40 enfants. Ils se placent sur le brise-lames, à côté du canot. Ils enfilent leur gilet de sauvetage. Ils ne sont pas préparés, mais ils sont prêts. Le navire en détresse se trouve à 3000 marins à l'ouest. On le voit bien de la côte, et il semble contenir 7 hommes. Mais le canot ne peut pas partir tout de suite. La marée est basse, et la rampe sur laquelle il doit glisser n'est pas encore immergée. Il faut attendre que l'eau monte. Il faut attendre 1h30. S'il n'avait pas fallu patienter, peut-être que parmi la 40aine d'enfants que comptent ces sauveteurs de fortune, 25 ne seraient pas devenus orphelins. Mais il a fallu attendre. Le canot de sauvetage part à 13h30. À la barre, c'est Noé Deveau. À la poupe, c'est un des sauveteurs bénévoles. Les 10 autres sont aux avirons. La mer est mauvaise, mais le vent est favorable. C'est donc la voile qui les porte vers l'ouest. Et c'est sans grande difficulté que le Paul Toureille atteint, à 3000 de la côte, la baleinière en péril. Nous avons trouvé la baleinière sur les 4 heures. Il y avait dedans les Norvégiens. Ils étaient 7 qui dérivaient depuis 3 jours et qui mouraient de faim. Nous leur avons passé les provisions réglementaires, le rhum, l'eau, le pain, et ça les a un peu remis. Les hommes à sauver sont en très mauvais état. Ils ont soif, ils ont faim, et malgré leurs gros manteaux, ils ont froid. Des Norvégiens à l'île Dieu. Avant la guerre, ça aurait été exotique, mais ces derniers temps, on s'attend à tout. Et on avait bien raison sur l'île de penser, dès qu'on les a vus, que c'était un coup des Allemands. Parce que ces 7 hommes étaient 3 jours plus tôt sur un cargo norvégien qui s'appelait l'Imer. Il est au fond de l'eau depuis qu'il a croisé la route d'un sous-marin allemand. C'était au large de Rochefort et il transportait du minerai de fer en provenance d'Espagne et à livrer en Angleterre. Les Allemands ont fait comme d'habitude. On arrête le navire, on vide l'équipage et on pose des explosifs dans la cale. Les 14 hommes de l'Imer se sont répartis sur les 2 chaloupes de secours. Ils ont demandé aux Allemands de les draguer vers la côte, qui était à plus de 60 000 nautiques, soit à 110 km. Mais les Allemands n'ont pas voulu. Et c'est en regardant leur navire se faire engloutir par la mer que les 2 chaloupes ont commencé à dériver. Celle du capitaine n'a jamais plus donné signe de vie. L'autre
à voguer pendant 3 jours vers le nord avant de voir l'île Dieu et d'accrocher un sac à son mât pour signifier qu'elle était en détresse. Ils sont 5 Norvégiens, un Suédois et le cuisinier qui est hollandais. Ils sont à bout de force, certains presque inanimés quand le canot de sauvetage arrive à leur hauteur. Ils sont hissés à bord et ils abandonnent leur chaloupe remplie d'eau. Le Paul Toureille fait maintenant route vers l'est, contre le vent, et alors que la marée redescend, créant des courants de plus en plus puissants. La voile ne sert plus à rien, il faut utiliser les avirons. Noé Deveau poursuit. Nous n'étions pas loin de l'île, 1 mille au nord. Mais le courant du reflux devenait trop fort et nous avions beau souquer, le canot n'avançait plus. Pour ne pas fatiguer mes hommes, je fais jeter l'ancre. Elle croche le fond et nous restons là à attendre le flot montant. La nuit arrive et le canot, faute de pouvoir progresser, attend sur les récifs. Les sauveteurs, fatigués d'avoir lutté contre la mer, tentent de se reposer. Mais quel repos! Dans les vagues qui les secouent, dans un froid de plus en plus mordant, sous la pluie, trempés, sans d'autres provisions que quelques biscuits, Isakar, le volontaire qui sort de bronchite, se remet à tousser. 2 Norvégiens aussi. Ils subissent douloureusement. La marée doit remonter dans la nuit et Deveau espère que ce maigre repos suffira à repartir. Mais la nuit est terrible pour ces hommes. Les soupapes d'évacuation sont à la peine. L'eau monte et on n'écope pas assez vite. Et à force de racler contre les rochers, le filin au bout duquel est accroché l'ancre finit par lâcher. Le canot part comme une flèche, emporté par la tempête en direction du large. Le Paul Toureille est en danger. Les sauveteurs sauvent les navires en détresse. Mais quand ils sont en détresse, qui sauve les sauveteurs? Dans le canot, on se réveille de sa torpeur pour lutter contre le courant. Il fait tellement froid que la pluie tombe maintenant en verglas. Les mains qui rament se frigorifient alors que la lumière du sémaphore est de plus en plus lointaine. C'est dans cette première nuit que meurent les 3 premiers hommes. Isakar expire et les 2 Norvégiens qui toussaient avec lui. Le Paul Toureille transporte 19 hommes, dont seuls 16 sont encore en vie. Cap au nord. On ne peut pas lutter contre la tempête, alors il faut aller dans son sens. Noé Deveau fait hisser la misaine et la grand voile et part à la recherche d'une autre île, beaucoup plus haut, en Bretagne. Nous espérions atteindre Belle-Île. Ah bien oui. Le fanal avait été éteint par un paquet. Le compas était faussé. Et comme nous étions trop chargés, nous embarquions paquet par paquet. On écopait comme on pouvait, dans le noir, sans pouvoir se tenir, avec de l'eau jusqu'aux cuisses. Mais Belle-Île est loin. Et sans compas, le Paul Toureille dérive en ne sachant même plus tout à fait où il est. Le jour qui se lève n'apporte rien de mieux. La mer est, chaque heure qui passe, toujours plus dure. Le canot n'est que son jouet. À la poupe, le sauveteur Pierre Pelletier sent à son tour la vie lui échapper. Les hommes à moitié dans l'eau regardent leurs 3 morts avec angoisse. Ils savent qu'ils pourraient bien leur ressembler à la fin de la journée. Et elle arrive, la fin de la journée. La nuit tombe de nouveau, sans que le canot ait vu une seule fois la terre. C'est la 2e pour les Français, la 5e pour les Norvégiens. Et celle-ci est la plus dure. C'est en fait l'une des nuits les plus froides de la guerre. Au cœur de l'obscurité, il fait moins 15 degrés. Le mât, la coque, les avirons, les vêtements, tout se couvre d'une couche blanche et glacée. Les morts sont parfaitement raides. Dans le Paul Toureille, on n'entend plus que des gémissements. Norvégiens, Français, Suédois, Hollandais. Ils sonnent tous pareils. Des râles de plus en plus éprouvants et qui finissent par s'arrêter. Pelletier meurt à 3 heures du matin, en même temps que Tarot, celui qui avait couru depuis chez lui pour rejoindre le canot. « Cette fois-ci, nous y sommes, » dit l'un des Français à un autre. « Fais ta prière. »« Je l'ai faite, » répond son voisin. Les passagers du Paul Toureille se voient mourir. Depuis la barre, le capitaine Deveau assiste à l'atroce spectacle.
Ceux qui n'étaient pas encore morts ne valaient guère mieux. Ils cherchaient des miettes de biscuits à 4 pattes dans l'eau et les glaçons, et ils avaient tellement soif qu'ils buvaient l'eau de mer. Au petit matin, le Paul Toureille compte toujours 19 passagers. Mais maintenant, seuls 11 d'entre eux sont encore en vie. 5 Français et 3 Norvégiens sont morts. Au nord-est, dans la nuit, Deveau a vu scintiller le phare de Belle-Île. La terre doit être à une 15aine de milles, mais la tempête les en éloigne. Belle-Île est inatteignable. L'île de Groix, elle aussi, est beaucoup trop loin. Il faut parvenir à toucher terre ailleurs et le plus vite possible avant de ne ramener que des morts. Au matin du 28, ça faisait donc 2 nuits et 1 jour qu'on était partis. La mer était un peu moins démontée et nous nous trouvions par le travers des Glénans au sud de Concarneau. Là, j'aperçois l'île verte, mais je savais qu'il n'y avait personne. Et je continue, puis l'îlot de Raguenay. Je mets le cap dessus et nous souquons de notre mieux. Dans la neige qui tombait toujours, j'aperçois 3 Bretons qui dévalaient la pente. La terre, enfin. 2 jours que le Paul Toureille ne l'a pas vue. C'est celle du Finistère, loin de la Vendée et de l'Île-Dieu. Sur un îlot à 50 mètres de la plage de Raguenay, un tout petit morceau de terre où ne se dresse qu'une seule maison de pêcheurs, un homme du nom de Jean-Marie Marek les a vus en retour. Il est midi quand le Paul Toureille touche le sable d'une plage sur laquelle l'attendent Marek et quelques autres. Un Norvégien est mort juste avant. Il y a 9 morts dans le Paul Toureille. Vite, sauvez ceux qui ne le sont pas encore. Marek les emporte sur son dos, dans une brouette à Goémon, et même à 4 pattes pour les mettre au chaud chez lui. Trop tard pour Émile Pillet, qui meurt avant d'atteindre la maison, et pour son frère, Edmour, que les frictions à l'eau de vie n'empêchent pas d'expirer quelques heures plus tard. Les vivants, eux, se ruent sur la soupe et sur l'alcool. « Ils avaient beau me donner à manger, dit Noé Deveau, ils ne pouvaient pas me rassasier. » L'Imer a été coulé 5 jours plus tôt. Le Paul Toureille est en mer depuis 52 heures. Il a dérivé sur près de 200 km dans la neige et les vagues, laissant à 9 des hommes qu'il transportait le temps de mourir. Mais l'odyssée tragique est terminée. Voilà, c'est tout. On a retiré les morts du bateau qui était pris dans la glace et on les a enterrés tous ensemble, là-bas, à Névé. Les 5 Norvégiens et les 6 Français. Nous aurions bien pu nous alléger d'eux pendant la tempête, n'est-ce pas? Mais nous tenions à les ramener. Tous. Sur l'Île-Dieu, on apprend 3 jours plus tard que 6 des hommes qui sont partis en mer sont morts dans le sauvetage. Quelques mois plus tard, alors que la France compte depuis peu un allié de plus dans la guerre, les États-Unis, le consul de Norvège vient à l'Île-Dieu honorer la mémoire de ces 11 hommes. 6 Français, 3 Norvégiens, 1 Suédois et 1 Hollandais. « Vous avez inscrit vos noms sur le livre de la gloire française, dit-il aux sauveteurs vivants, et aux morts à travers leurs tombes, et vous avez mérité d'être cités à l'ordre du jour de l'humanité. » Noé Deveau, héros malheureux, lui, répond aux journalistes: « Si ça avait été des Allemands qu'on avait trouvés dans l'embarcation, on les aurait secourus tout de même. Ça se doit. » Le sauvetage de la vie humaine en mer et sur les côtes est gratuit. La SNSM est une association qui vit essentiellement grâce à votre générosité. N'attendez pas d'avoir une bonne raison de les soutenir. Faites un don sur snsm.org. C'était le 5e épisode de la saison 3 de Canal 16. Une histoire de la SNSM racontée au micro de Jeanne-Marie Desnos, avec la voix de Rebecca Finet, réalisée par Nicolas Mollet, mixée par Ben Oriel et produit par l'Acme Productions.